Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Dialyse, la chaîne de podcast dédiée à la dialyse péritonéale et à l'hémodialyse. Aujourd'hui, pour nous parler de la nouvelle classification des toxines urémiques et leur impact sur la morbimortalité du patient hémodialysé, nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Elliot van Regemorter, néphrologue aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Dr van Regemorter, bonjour. Bonjour. L'amélioration des techniques de dialyse passe par une meilleure compréhension des phénomènes physiopathologiques chez le patient hémodialysé et l'un des sujets importants reste le rôle et l'impact des toxines urémiques. Tout d'abord, Dr van Regemorter, où en est-on actuellement sur ce sujet ? Mais donc, la maladie rénale chronique est un problème de santé publique majeur, de par sa prévalence dans le monde, mais aussi de par son association bien établie à la maladie cardiovasculaire. En effet, la maladie rénale chronique induit un phénotype de vieillissement prématuré, révélé notamment par l'apparition précoce d'ostéoporose, de cachexie, de troubles cognitifs, fragilité, mais aussi de morbimortalité cardiovasculaire. Une inflammation chronique de bas grade semble être au centre de ce phénomène, qui est d'origine multifactorielle, et elle est encore plus marquée chez les patients dialysés chroniques qui souffrent de stimuli inflammatoires additionnels liés à la technique, aux accès vasculaires et aussi aux diverses complications. Il y a de plus en plus de preuves qui lient les toxines urémiques à cette inflammation chronique. Comment définiriez-vous ce qu'est une toxine urémique ? Donc, avec la perte de fonction rénale, des produits de dégradation métabolique s'accumulent via un défaut d'élimination, mais également une production accrue, notamment via la dysbiose intestinale, mais également l'inflammation tissulaire locale, et entraîne ce qu'on appelle communément l'urémie, qui peut donc se traduire au stade terminal par une constellation de symptômes comme les nausées, la fatigue, l'anorexie, les crampes, le prurite, etc. Initialement, en 2003, le groupe de travail européen ETOX avait donc proposé 5 critères pour qu'un soluté organique soit classifié comme une toxine urémique. En résumé, il devait être quantifiable au sein d'un liquide biologique, à un taux plasmatique et total plus élevé chez les patients dits urémiques que chez l'individu sain, et une diminution de sa concentration devait être associée à une diminution ou disparition de symptômes ou d'une dysfonction urémique associée à cette concentration élevée. Les toxines urémiques étaient ensuite classées en 3 catégories selon leur poids moléculaire et affinité pour les protéines circulantes. Donc les solutés liées aux protéines, les solutés solubles de petite taille et les molécules de taille dite moyenne qui, à ce moment-là, étaient définies selon une taille supérieure à 500 Dalton. Justement, en quoi la classification du groupe ETOX initialement établie en 2003 est-elle trop restrictive ? Et donc, comme je l'ai cité précédemment, cette classification déterminait un seuil unique de 500 Dalton pour différencier petites et moyennes molécules. Il y a de plus en plus d'arguments dans la littérature qui soutiennent le fait que ce sont surtout les toxines urémiques de taille supérieure à 15 ou 25 kDa qui sont impliquées dans plusieurs phénomènes délétères chez les patients en insuffisance rénale terminale, notamment dans les processus de calcification cardiovasculaire, par exemple, via des mécanismes pro-inflammatoires et pro-athéromateux, avec des effets directs sur l'endothélium et la prolifération de cellules musculaires lisses vasculaires. Alors, par ailleurs, ces classifications n'incorporaient pas non plus le pattern d'épuration dialytique de ces molécules, ni l'origine de celles-ci. Quels sont les impacts cliniques pour le patient de ces moyennes molécules de haut poids moléculaire ? Eh bien, une très belle revue, la littérature sur le sujet par Martin Woolley en 2018 dans le CJSN, met en lumière l'impact de ces molécules moyennes de plus haut poids moléculaire. Donc, tout d'abord, une majorité de ces moyennes molécules de plus haut poids moléculaire, comme l'interleukine 6, l'interleukine 1 bêta ou le TNF-alpha, par exemple, ont été associées à une majoration de la morbimortalité cardiovasculaire, que ça soit via une coronaropathie, une hypertrophie ventriculaire gauche ou une dysfonction systolique. Alors, par ailleurs, l'immunodéficience secondaire à l'insuffisance rénale chronique, associée de manière paradoxale à un état inflammatoire chronique de bas grade, pourrait également être liée à certaines de ces toxines urémiques de plus haut poids moléculaire par un effet direct ou indirect. Et alors, certains de ces solutés, comme les chaînes légères ou le FG23, ont également prouvé qu'ils pouvaient contribuer à l'état catabolique avec anorexie caractéristique de ce phénotype de vieillissement prématuré observable chez les patients en dialyse chronique. Alors cependant, les membranes actuelles de type high flux ont été principalement conçues pour éliminer la bêta-2 microglobuline qui présente un poids moléculaire de plus de 11 kDa. Elles ne permettent donc pas une épuration efficace des moyennes molécules de poids moléculaire. Et c'est principalement ce postulat qui a motivé le développement de nouvelles techniques d'épuration extra-rénale.
quelle a été l'évolution des techniques de dialyse pour optimiser l'épuration des toxines urémiques ces dernières décennies et quelles sont les limites associées à ces techniques de dialyse actuelles? Bien initialement, toutes les membranes de dialyse étaient dites low flux, donc à bas flux, et ne permettaient qu'une épuration des solutés de petite taille par diffusion. Donc, par la suite, l'avènement des membranes high flux, donc permettant une majoration de clairance diffusive des molécules de taille supérieure à 500 Dalton, a permis notamment une diminution de la survenue des complications liées au dépôt à long terme de bêta-2 microglobulines, donc l'amyloïdose liée à la dialyse. Cependant, donc l'avantage en termes de survie par rapport aux membranes bas flux n'était pas très clair initialement. En effet, donc ce n'est que dans une sous-analyse de l'étude EMO chez les patients dialysés de plus de 3,7 ans qu'un avantage en termes de survie apparaissait, ce qui mettait en fait surtout en exergue un avantage chez les patients qui n'avaient plus de diurèse résiduelle. On sait que cette diurèse résiduelle, même modeste, joue un rôle majeur dans l'élimination des toxines urémiques de taille moyenne haute ou liées aux protéines. Et par ailleurs, l'étude européenne prospective MPO a montré un avantage des membranes à haut flux en termes de survie, mais uniquement chez les patients diabétiques et ou hypoalbuminémiques. Par la suite, la perspective de majorer la clairance convective des moyennes molécules au-delà de 15 kDa a poussé à l'avènement de l'hémodiafiltration, donc technique combinant diffusion et convection à haut volume avec réinjection d'eau de dialyse dite ultra pure. Donc, historiquement, la majeure partie des études comparant l'hémodiafiltration à l'hémodialyse high flux n'avaient pas montré d'avantages significatifs sur la survie. Cependant, la réanalyse de ces études a permis de mettre en évidence un bénéfice en termes de survie si un volume de convection de plus de 23 litres pour 1,73 m² de surface corporelle par séance de dialyse pouvait être atteint. Et finalement, l'étude Convince parue dans le New England Journal of Medicine en juin dernier a montré la supériorité de l'hémodiafiltration à haut volume de convection par rapport à l'hémodialyse high flux en termes de survie. Le volume de convection moyen durant l'étude dans le groupe hémodiafiltration était tout de même de 25,3 litres par session. Et à noter cependant que les données sur la diurèse résiduelle étaient manquantes chez 89% des patients. Donc au final, augmenter l'épuration des moyennes molécules par l'hémodiafiltration améliorerait le pronostic vital des patients, pour autant que l'accès vasculaire et le temps que le patient passe en dialyse permettent un volume de convection suffisant. Et finalement, une limite additionnelle de ces techniques est qu'elles ne permettent pas non plus d'augmenter la clairance des toxines liées aux protéines comme le pécrésusulfate ou l'indoxysulfate par exemple. L'avènement de ces nouvelles connaissances a poussé la communauté scientifique à proposer une nouvelle classification des toxines plus adaptée. Quels nouveaux aspects couvre-t-elle comparativement à la classification initialement établie en 2003 par le groupe ETOX? Alors, de par une adaptation sémantique, la nouvelle classification de 2021 a permis l'incorporation de nombreuses solutés dans ce groupe croissant des toxines urémiques. Par ailleurs, outre les caractéristiques physico-chimiques, cette nouvelle classification holistique inclut maintenant l'origine exogène, donc il y a la dysbiose, et ou endogène ces toxines urémiques, leur pattern d'épuration dialytique, ainsi que leur association à des symptômes et ou conséquences cliniques. Cette nouvelle classification met en exergue l'importance de considérer des biomarqueurs autres que l'urée, la créatinine ou la bêta-2 microglobuline pour attester de l'efficacité de l'épuration extra-rénale. Donc, on retrouve dans ces classifications les petites molécules liées aux protéines de type homocystéine, indoxysulfate, pécrésusulfate, mais également les petites molécules inférieures à 500 Dalton, définies comme non majoritairement liées aux protéines, comme l'acide urique, l'urée ou le TMAO, épurées par toutes les techniques de dialyse. On retrouve ensuite les petites moyennes molécules entre 500 Dalton et 15 kDa, comme la bêta-2 microglobuline et l'interleukine 8, épurées par toutes les techniques sauf l'hémodialyse low flux. Ensuite, les moyennes molécules ayant un poids moléculaire entre 15 et 25 kDa, représentées typiquement par les chaînes légères kappa libre, mais également certaines cytokines comme le TNF, les interleukines 6, qui sont éliminées par l'hémodiafiltration ou l'hémodialyse avec membrane médium ou high cutoff. Et finalement, les molécules de poids moléculaire compris entre 25 et 58 kDa, telles que la patatraxine 3, le FGF23, les chaînes légères lambda et diverses chimiokines, sont regroupées en moyennes molécules de haut poids moléculaire, uniquement épurées par l'hémodialyse avec membrane médium ou high cutoff. Au final, cette classification a été établie comme un outil clinique à destination des professionnels de santé afin d'identifier des techniques de dialyse qui permettent l'épuration des différentes catégories de toxines urémiques. Enfin, en quoi les nouvelles membranes de type medium cutoff
permettent-elles d'aller plus loin dans l'épuration des toxines urémiques et des moyennes molécules de haut poids moléculaire? Les membranes de type medium cutoff sont caractérisées par une distribution plus homogène de la taille des pores. Elles comptent donc un nombre plus important de pores avec un diamètre plus large, augmentant ainsi la perméabilité de la membrane. Alors pour autant, le diamètre des pores est défini afin d'être suffisamment large pour assurer une élimination des moyennes molécules de haut poids moléculaire, mais suffisamment étroit pour prévenir la perte d'albumine. Alors d'autre part, cette nouvelle technique a pour objectif d'optimiser l'épuration des moyennes molécules de haut poids moléculaire grâce à l'accentuation du phénomène de convection intracapillaire par rétrofiltration. En comparaison avec les membranes dites high cutoff ou à haut point de coupure, la classe medium cutoff permet d'optimiser l'épuration des moyennes molécules de haut poids moléculaire, type chaîne légère libre lambda, tout en limitant effectivement la perte d'albumine. Les données les plus précises comparant l'hémodialyse avec membrane medium cutoff et hémodialyse high flux viennent de l'étude de Weiner et collègues publiée en 2020. Cette étude a inclus 172 patients en hémodialyse chronique qui ont été randomisés pour recevoir une dialyse avec une membrane de type medium cutoff ou bien avec une membrane de dialyse classique high flux pendant 24 semaines. Ils ont pu notamment montrer une majoration significative du taux de réduction des chaînes légères libres lambda après 4 et 24 semaines avec la membrane medium cutoff comparée à la membrane high flux, et ce, sans diminution de l'albuminémie. Donc pour conclure, il apparaît de plus en plus évident à l'heure actuelle qu'une amélioration de la prise en charge des patients en hémodialyse chronique pourrait inclure une optimisation de l'épuration de ces moyennes molécules de haut poids moléculaire impliquées dans la physiopathologie du phénotype de vieillissement prématuré dont souffrent les patients en insuffisance rénale terminale. Un grand merci, Dr von Regemorter, de nous avoir éclairé sur cette nouvelle classification des toxines urémiques et leur impact sur la morbimortalité des patients hémodialysés. Quant à vous, chers auditeurs, nous vous remercions de votre fidélité et vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de la Minute Dialyse. À très bientôt.